Tomoya est un otaku sans ambition, au visage gras, qui devient obsédé par les filles en seconde parce qu'il ne peut pas en séduire une de chair et d'os. Cependant, après avoir rencontré sa fille idéale qui se révèle être sa camarade de classe, il crée un jeu de simulation de rencontre pour l'impressionner, mais cela fait en sorte que toutes les filles populaires veulent à leur tour être avec lui. Tout commence un matin laid. Alors qu'il pédale sur son vélo, il voit soudainement un chapeau tomber des mains d'une fille et commence immédiatement à pédaler. Il voit bientôt le visage de la fille de loin et commence à baver car c'est la plus belle fille qu'il ait jamais vue de sa vie en tant que protagoniste de comédie romantique. Quelques semaines plus tard, il se réveille et sort pour distribuer des journaux dans sa rue, surprenant le destinataire qui lui demande des nouvelles de son autre emploi. Tomoya répond qu'il a 2 emplois parce qu'il ne veut pas être fauché comme ton père et s'en va immédiatement. Plus tard à l'école, pendant que son ami Yoshihiko parle avec lui, il voit soudain Sumura à travers la fenêtre et commence à la regarder avec plus d'intensité que des fans en désordre. Tomoya est dégoûté et lui dit qu'il est toujours attiré par les filles en 3D, même s'il a essayé de tout faire pour le convertir au style de vie en seconde. Mais le sim défend que Sumura coche toutes les cases de la liste second. Tomoya l'appelle idiot et dit que les filles en 3D sont juste beaucoup de quêtes secondaires sans histoire principale. Yoshihiko se dirige vers la cérémonie d'ouverture puisque c'est leur premier jour de 2e année, mais Tomoya lui dit qu'il a quelque chose à faire. Il rencontre Sumura dans le vestiaire et commence à se vanter d'être la raison pour laquelle elle a pu abandonner une sortie de manga particulière. Mais elle lui rappelle qu'elle lui a spécifiquement dit de ne pas lui parler à l'école. Elle se retourne pour s'éloigner, mais il la poursuit comme si son loyer était dû, en disant qu'il a quelque chose d'urgent à discuter. Le clown partage alors joyeusement son grand plan pour développer un jeu de simulation basé sur une rencontre qui change la vie avec une belle fille. Kyu voit la déception de Sumura alors qu'elle réalise que ce crétin est en train de faire des propositions d'affaires basées sur ses impulsions hormonales. Elle lui suggère de lui avouer ses sentiments, mais cet individu à cervelle de moineau se demande pourquoi il tomberait amoureux d'une fille 3D. Sumura se sent pressé car ce crétin absolu essaie de l'entraîner dans ses délires. Elle lui demande pourquoi il est venu la voir. Et il dit que c'est parce qu'elle est la meilleure illustratrice qu'il connaisse. Il ajoute qu'en dépit du fait qu'elle ne soit qu'une version limitée de Stan Lee le jour et la nuit, elle est une maîtresse de l'intrigue. Elle devient plus rouge qu'un avis de démonétisation YouTube et lui dit de se taire. Il lui rappelle une promesse d'enfance, qu'il deviendrait un jour président d'une entreprise de jeux, et l'embaucherait comme son artiste. Elle devient encore plus gênée et lui rend sa proposition de projet comme si c'était un devoir de groupe en retard, lui disant de le faire lui-même. Mais Bro refuse d'abandonner, disant qu'il est trop moche pour dessiner la beauté qu'il a rencontrée ce jour-là. Sumura, désormais officiellement à bout de nerfs, déchire son plan, comme une ex toxique et lui dit que sa façon de penser est déformée. Mais Tomoya, différent, lui répond avec le « tu sais, c'est l'inverse », disant que « ne devrait pas venir de quelqu'un qui dessine des mangas centrés sur l'intrigue pour vivre ». Elle lui dit que son projet est complètement inutile et s'en va, mais il supplie pour une dernière chance de la convaincre. Elle répond qu'il est déjà trop tard, mais il lui dit qu'il l'attendra dans la salle AV après l'école. Lors de la cérémonie d'ouverture, une fille nommée Atara est appelée pour recevoir un prix pour être la meilleure élève, et Yoshihiko commence à avoir un regard vide comme un sim primé. Tomoya n'est pas surpris et lui dit de ne pas juger Atara et Sumura sur leur apparence. Après la cérémonie, Tomoya rencontre Atara sur le toit pour lui présenter son idée d'entreprise. Mais elle froisse immédiatement son papier comme une mauvaise main de poker et l'appelle de la camelote. Elle le détruit verbalement de toutes les manières imaginables, le faisant se sentir comme la pire chose depuis sa naissance. Elle lui dit finalement qu'elle est trop occupée pour s'occuper de bêtises, mais Tomoya, déterminé, lui balance le classique. Il donne un discours émotionnel sur pourquoi il ne peut pas abandonner son rêve. Et veut qu'elle soit de son côté car elle a écrit un best-seller. Elle s'en moque et commence à s'éloigner, mais alors qu'elle le fait, il lui dit qu'il sera dans la salle multimédia après les cours si elle veut en savoir plus. Il sera dans la salle multimédia après les cours si elle veut en savoir plus. Plus tard, alors qu'il se précipite vers la salle AV, une fille court vers lui et dit que le seigneur l'a demandé de rassembler quelques matériaux, mais Tomoya, en mission, lui dit qu'il le fera demain parce qu'en ce moment, il est totalement concentré. Alors qu'il continue de courir, elle le remercie soudainement de l'avoir aidé avec son chapeau pendant les vacances d'été, et son cerveau plante. Pendant ce temps, Sawamura arrive à la salle AV, s'attendant à ce que Tomoya soit là et dit qu'elle n'est pas venue parce qu'elle s'y intéresse ou quoi que ce soit, pour s'arrêter net quand elle réalise qu'Atara est là. Les deux commencent à se chamailler immédiatement, lançant des insultes comme des rivaux d'anime. De retour dans le couloir, entendant les mots de la fille,
Tomoya court plus vite que Flash, en slow-mo, réalisant qu'elle, la fille dont il est amoureux depuis longtemps, c'est en fait Kato. Il se dirige vers le café après ça et Tomoya, la voyant de près et, personnellement, réalise enfin que Kato est plutôt mignonne. Elle le remercie pour le compliment mais lui assène immédiatement une réalité. Elle est dans sa classe depuis la première année, et c'est la première fois que Bro remarque qu'elle existe. Tomoya, étant l'NPC qu'il est, convient et commence à énumérer ses meilleures qualités, comme son potentiel de tir arrière, mais subit ensuite une grande déception en se rendant compte qu'elle n'a simplement pas ça. Aura mystérieuse de la fille animée dont il est amoureux. Il se souvient soudainement du chapeau blanc lors de leur rencontre fatale et demande des nouvelles, ne découvrant que trop tard qu'elle l'a déjà donné à sa cousine. Son frère est dévasté. Il pensait écrire une histoire d'amour légendaire, mais elle n'a même pas mentionné les ingrédients. Voyant son humeur retomber comme le cours du Bitcoin en 2022, elle lui demande ce qui ne va pas, mais il ment en disant qu'il réfléchit à quel hasard incroyable leur rencontre a été. Elle lui assène un autre coup en disant que c'était pur hasard, puisqu'il ne l'avait même pas remarqué jusqu'à présent. Il rétorque en disant qu'il n'y a aucune chance qu'elle se souvienne d'un loser comme lui. Mais elle s'en souvient en fait, car, bien qu'il soit un otaku, il n'est pas complètement inutile. Tomoya, ne manquant jamais une occasion de se moquer de lui-même, dit qu'il n'y a rien qui se distingue chez lui, sauf sa saucisse, qui se distingue de temps en temps. Kato ignore l'idiot cultivé et lui dit qu'il est en fait l'une des 3 célébrités les plus populaires de l'école depuis qu'il a ajouté des romans à la bibliothèque, et qu'il a organisé des projections de films d'anime lors des festivals scolaires. Mais le gars n'est pas impressionné, car être un otaku signifie toujours être au bad. La hiérarchie sociale, sans parler du personnage dans sa propre vie. Pendant ce temps, Kato lui assène une remarque auto-dérisoire, en disant qu'elle est aussi banale qu'un mur sans affiche. Tomoya le prend personnellement et amplifie la critique. Elle n'est pas seulement banale, elle est comme une version budget d'un personnage, qui n'a jamais été corrigé. Même si elle est mignonne, rien chez elle ne ressort. Et que doit-il faire avec ça? Celle-ci est censée être sa fille idéale. Il commence à crier pour demander un remboursement de son destin. Mais Kato pointe soudain vers les 2 filles en colère dehors, qui semblent surcuites comme des nouilles ramen parce que Bro parle à une autre fille. Les 2 les rejoignent bientôt à la table, et soudain Kato se sent comme un PNJ dans sa propre conversation puisqu'elle est parmi les 3 élèves les plus populaires de l'école. Tomoya les présente comme les membres de son cercle de création de jeux. Semura est illustrateur et Tama, son scénariste. Kato essaie de dire un mot, mais Semura, agissant de manière très piquante, lui demande qui elle est. Lorsque Kato dit qu'elle n'est qu'une camarade de classe, Semura lui dit que ce n'est pas comme si ça l'intéressait ou quoi que ce soit. Quelques instants plus tard, Tomoya partage son nouveau développement, mais les 2 filles le descendent comme un fil Twitter sur de mauvaises opinions. Ils lui font croire qu'il n'a pas de cervelle, lui disant de déjà abandonner, mais il refuse, disant qu'il continuera à réécrire jusqu'à ce qu'il cesse de détester. Il déclare même qu'il va créer le meilleur simulateur de rencontre qui existe, transformant Kato en la principale héroïne qui impressionnera tout le monde. Mais juste à ce moment-là, il réalise que Kato leur a fait un signe de paix et s'est éclipsé. Le week-end suivant, Tomoya et Kato se retrouvent, mais il faillit crier quand elle ouvre des vêtements qui semblent avoir été hérités de sa arrière-grand-mère. Il lui demande si elle se souvient même pourquoi cet endroit est spécial, mais elle commence à dire des absurdités aléatoires qui lui donnent envie de s'énerver avec la conversation. Il lui rappelle que c'était là qu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois, mais elle n'achète pas ce discours ridicule et le corrige. Ils se sont rencontrés lors de leur cérémonie d'entrée en première année, mais elle lâche leur compliment le plus déguisé qui soit, disant qu'elle lui fait confiance, parce qu'il est un otaku et que les otakus ne touchent jamais les femmes. Quand ils arrivent, il sort une pile de jeux de simulation de rendez-vous et lui dit que ceux-ci lui apprendront à être l'héroïne principale de ses rêves, et non le personnage secondaire qu'elle est actuellement. Alors qu'elle joue, Tomoya s'émeut devant l'intrigue profonde. Mais Kato? Elle profite juste de l'instant. Le jeu se termine, elle lui donne un 7 sur 10, et Tomoya faillit exploser. Il lui dit que c'est le genre d'héroïne qu'il est en train de créer, mais elle le frappe avec un commentaire sarcastique qui lui donne envie de se battre. Tout à coup, il a un moment d'eureka. Il a écrit son histoire complètement à l'envers, ce qui n'est pas étonnant que les 2 autres filles continuent de violer ses brouillons. Il remercie Kato de lui avoir fait réaliser ses erreurs sans le savoir, mais elle se lève immédiatement, prête à partir. Il panique et lui demande de rester passer la nuit pour jouer à la suite avec lui. Elle est sceptique à l'idée de rester seule avec lui pendant la nuit, mais il sort la carte pour le bien de mon rêve. Quand elle finit par accepter, il la frappe avec le gaslight ultime, lui avertissant que si son magnum entre dans la conversation, elle n'aura qu'elle-même à blâmer pour avoir fait confiance à Otaku.
Quelques jours plus tard, Tomoya appelle Kato, mais il n'a toujours pas trouvé une grande idée, même si la date limite est dans quelques jours. Cependant, heureusement, l'école sera fermée pendant plusieurs jours, ce qui devrait lui laisser suffisamment de temps à consacrer au projet. Il dit à Kato qu'ils ont besoin d'une autre soirée pyjama pour se rattraper afin de convaincre Sawamura et Atala de créer le meilleur jeu de simulation de rencontre de tous les temps. Mais Kato répond qu'elle ne pourra pas aider cette fois, tant car elle est en vacances familiales en dehors de la ville. Maintenant que la date limite est dans 4 jours, Tomoya enferme tous ses jeux, collections d'animes et de mangas pour se concentrer sur le projet. Mais l'idiot stupide décide de lire juste un comic avant de commencer à travailler. Pour finalement se retrouver à lire toute la journée. Réalisant que la journée est passée, il sort prendre un coca. Et trouve soudainement Sawamura dans son salon. Il lui dit qu'elle vient de ruiner son emploi du temps et demande pourquoi elle est ici maintenant, même si elle n'est pas venue depuis quelques années. Elle répond qu'elle a une date limite à respecter, et qu'elle est venue ici pour terminer des dessins, mais Tomoya la met au défi, disant qu'elle aurait pu tout simplement le faire chez elle. Elle révèle qu'un ministre est venu chez elle pour une réunion, et qu'elle aurait dû faire semblant, ce qu'elle ne voulait pas. Après un moment, elle lui demande où en est le projet, mais le gars paresseux répond qu'il a encore 3 jours avant la date limite. En entendant cela, elle se rend instantanément compte qu'il n'a pas fait beaucoup de progrès, disant que les créateurs parlent souvent de leur délai comme s'il avait encore beaucoup de temps quand ils sont en retard. Tomoya est surpris qu'elle l'ait attrapé, et elle lui conseille soudainement d'abandonner, parce qu'il n'a pas ce qu'il faut pour être créateur. Cependant, il lui répond en disant que lorsqu'il était jeune, elle était aussi pauvre que lui, et qu'elle dessinait des gribouillis avec lui. Il dit que si elle peut devenir aussi bonne et devenir un membre populaire du groupe, cela signifie qu'il peut aussi le faire et pourrait même devenir un créateur avec qui elle ne pourra jamais rivaliser. En entendant cela, elle dit qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter alors. Le surprenant alors qu'il soupçonne qu'elle est venue pour le motiver. Elle le nie immédiatement, mais juste à ce moment-là, elle voit avec étonnement Ada s'approcher par la fenêtre, et elle se précipite pour se cacher. Ada apparaît bientôt, et quand elle entend qu'il ne progresse pas beaucoup avec le projet, elle lui dit d'abandonner et de simplement continuer à être le consommateur égoïste qu'il était auparavant. Elle ajoute que devenir créateur peut sembler chic, mais le travail et le stress impliqués lui pèsent beaucoup, donc il devrait continuer à consommer son travail comme toujours. Cependant, Tomoya lui rappelle qu'elle lui avait dit que son problème était de ne pas être capable d'imaginer ce qu'il voulait vraiment créer. Il dit que ces mots l'ont touché, et Megan réalise qu'il n'était qu'un imbécile sans direction. Cependant, il est déterminé à créer quelque chose qui la conquérera, et il baisse la tête, demandant sa patience. Voyant sa détermination, elle se lève pour partir, mais lui dit qu'il doit encore respecter la date limite. En partant, elle lui conseille d'impliquer tous les membres de son cercle s'il est vraiment sérieux à l'idée de former un cercle et de les faire créer un jeu de qualité avec lui. Enfin, elle lui dit qu'il aurait dû cacher le vélo, le surprenant. Mais il est choqué lorsqu'il réalise qu'elle parle du vélo de Sumura. Sumura, qui se cachait, sort en disant que cette fille l'a encore énervé. Plus tard dans la nuit, Tomoya parle à nouveau avec Kato, et elle lui demande où en est le projet. Il se souvient de ce qu'Ata a dit plus tôt, mais il dit à Kato de ne pas s'inquiéter quand même. Qu'il va tout arranger. Cependant, elle lui demande soudain ce qui chez elle l'attire, le surprenant. Il lui dit que tout chez elle est amusant, et quand elle lui demande ce qu'elle pourrait améliorer, il répond qu'il voudrait qu'elle soit plus autoritaire. Elle se demande ce qu'il entend par là, mais lui dit qu'elle va trouver quelque chose quand même. Le lendemain arrive, et cette tête en l'air n'a encore rien trouvé d'idée. Il se réveille le lendemain, toujours assez détendu car il lui reste encore 2 jours avant la date limite. Mais il traverse une crise existentielle, lorsque cette journée se termine également sans espoir d'idée. Il sort là où tout a commencé pour voir s'il va trouver de l'inspiration. Mais il a toujours un blocage créatif. Cependant, la casquette blanche vole soudainement sur son visage, et il se retourne avec surprise pour trouver Kato, habillée comme une princesse, qui a obtenu ses vêtements chez Tenno à prix réduit. Elle lui demande si c'est l'héroïne qu'il veut dépeindre dans son histoire, mais il est plus préoccupé par la raison de sa présence ici, puisqu'elle l'a informé qu'elle était en vacances. Il répond qu'elle a dû revenir en apprenant que la date limite était proche. Mais le ingrat d'Inui demande pourquoi elle ne l'a pas rencontré en premier lorsqu'elle est rentrée. Elle explique qu'elle a dû rencontrer Sawamura et Ataba, qui l'ont aidée à se transformer en ce qu'elle est maintenant. Tomoe est impressionnée par cela et lui demande si elle croit vraiment en son rêve stupide. Elle répond que bien qu'elle ne sache toujours pas quel est son rêve, elle sait qu'il est très sérieux à l'idée de le réaliser. Elle lui dit bientôt de faire d'elle son héroïne de rêve, et il jure de faire d'elle celle qui rendra tout le monde excité. Il prend sa main et rentre chez lui immédiatement, maintenant motivé.
à convaincre les deux autres filles avec sa proposition de projet. Pendant ce temps, Sawamura voit cela et devient jalouse, regrettant d'avoir aidé Kato. En premier lieu ou qu'elle ne devra pas être dans la même équipe qu'Ataha. Plusieurs jours plus tard, Ataha reçoit un appel l'informant de l'entretien qu'elle doit avoir concernant sa prochaine série. Elle essaie de refuser, mais l'appelant parvient à la convaincre par un chantage. Le jour de l'entretien, dans le bus, Kato termine une série qu'elle lisait, et dit à Tomoe à quel point le roman était génial pour l'avoir tenue éveillée toute la nuit précédente. Bro est excité qu'un autre otaku soit sur le point de naître, et lui dit qu'il a d'autres séries qu'elle peut lire aussi. Cependant, Kato exprime sa surprise face au fait qu'Ataha ait écrit ce texte intéressant, malgré le fait qu'elle soit ennuyeuse et maladroite à l'école. Tomoe répond que c'est ce qui rend son caractère intéressant, et suggère que Kato peut aussi en tirer des leçons. Kadu dit que seul un dieu peut être auteur et avoir de bonnes notes en même temps. Mais Tomoe ne pense pas cela, car il dit qu'Ataha a vraiment travaillé dur et sué sang et eau pour y parvenir. Entre-temps, il ajoute qu'elle est comme un dieu pour lui, et il a hâte que sa nouvelle série sorte. Il dit alors qu'il va lui demander de quoi parle l'histoire, mais Kadu demande à Ataha s'il est si important pour elle qu'elle lui en parle. Ce qui la fait immédiatement souffrir de troubles de stress post-traumatique. Cependant, il lui dit que c'est un jour où il peut lui poser toutes les questions qu'il veut. Pendant l'entretien, Tomoe se présente comme l'intervieweur et accueille Ataha à la séance. Cependant, surprise de voir son vilain reflet, elle lui demande ce qui se passe. Et il répond que l'assistante éditoriale lui a proposé le poste. L'assistante éditoriale explique que comme Ataha n'aime pas parler aux étrangers et peut devenir prétentieuse lorsqu'elle en rencontre un, elle a décidé d'amener quelqu'un qu'elle connaît pour faire l'entretien. Ataha s'énerve et dit qu'elle s'en va parce qu'elle ne veut pas d'un idiot comme intervieweur, mais Tomoe se met rapidement à genoux, comme un imbécile sans vergogne pour lui demander de lui permettre. Il lui dit qu'il savait déjà qu'elle ne voudrait pas de lui et qu'il avait même envisagé de refuser l'offre, mais il a été excité en réalisant que cela lui donnerait l'occasion d'en savoir plus sur sa nouvelle série, la faisant rougir. L'entretien commence bientôt et Bro commence à la féliciter pour son travail précédent, qui s'est vendu à environ 500 000 exemplaires, mais Ataha répond qu'elle ne créditera pas le succès à ses compétences en écriture, car Tomoe lui-même a joué un grand rôle là-dedans. Tomoe n'en croit pas ses oreilles, mais l'assistant éditeur révèle encore qu'il a vu une énorme augmentation des ventes après avoir publié le roman sur son blog. Tomoe ne veut toujours pas y croire car cela ne signifie qu'une seule chose. Le roman dont il a tant parlé est aussi nul que possible. Il dit qu'il n'ajoute pas cela au rapport de l'interview, et quelques instants plus tard, l'intervieweur et l'interviewé en ont assez. De même à cause des questions inutiles posées. Tomoe suggère de mettre fin à l'interview, mais Ataha lui dit que son erreur a été de marcher sur des œufs et de ne pas vouloir des réponses cinglantes de sa part. Il pose enfin une question sensée sur ses projets pour sa prochaine sortie. Et après avoir révélé les détails, elle lui dit qu'elle a accepté de travailler avec lui sur ce projet, le choquant et l'excitant en même temps. Le lendemain, Tomoe convoque une réunion pour les membres de son nouveau cercle et élabore le calendrier de production au tableau, leur disant qu'ils doivent terminer d'ici décembre pour pouvoir sortir le jeu au marché de Noël. En entendant cela, les deux filles s'opposent, disant que la date limite est trop serrée et entrera en conflit avec leurs autres activités, et elles entrent bientôt dans une dispute sur qui a plus de temps. Tomoe met fin à la dispute en leur demandant de se concentrer d'abord sur le plan de l'histoire et le design des personnages, et juste à ce moment-là, Kato demande quel est son propre devoir, auquel les filles ont répondu qu'elles pouvaient commencer par aller acheter des collations et du café pour elles. Pendant ce temps, Tomoe propose d'y aller à la place, mais alors qu'il tente de partir, Ataha lui rappelle les coûts que la production du jeu entraînerait, disant que cela coûterait environ 1 million de yens, ce qui le choque car il n'y a aucune chance qu'un étudiant fauché, comme lui ait ce genre d'argent. Cependant, Ataha propose de lui prêter l'argent puisqu'elle gagne suffisamment d'argent avec ses livres, mais elle dit qu'il devra lui rendre un service. Elle s'approche de lui comme si elle voulait l'embrasser, mais avant qu'elle puisse dire quoi que ce soit, Sawamura devient jalouse et interrompt. Les deux filles recommencent leurs arguments inutiles, et Tomoe les arrête en disant qu'il trouvera un moyen de trier l'argent, mais il leur dit qu'il n'a besoin qu'ils mettent leur meilleur effort pour créer un hit. Le lendemain, Bro commence à travailler comme un fou, déterminé à faire le meilleur film de drague de l'histoire, mais pendant l'un de ses services dans un restaurant, il voit soudain sa héroïne entrer avec un mec, et son taux de tension artérielle atteint presque son maximum historique. Le lendemain à l'école, elle lui explique que c'était son cousin qui était venu rendre visite, mais Tomoe ne l'accepte pas, disant même qu'il lui avait demandé de se démarquer, mais qu'il ne l'avait pas fait de manière aussi négative. Il explique qu'elle traverse son arc de transformation
pour devenir l'héroïne qui transforme les mâles Sigma en Beta Sims. Il lui dit soudainement, suppliant qu'elle ne voie plus son cousin jusqu'à ce que le jeu soit terminé au moins, mais elle répond qu'ils ont déjà fixé une date pour ce week-end, perdant immédiatement la tête à Tomoe. Les activités du cercle commencent, et Semura a du mal à obtenir différentes expressions de Kato pour son illustration, car Kato est vraiment une âme morte sans émotions variées, ce qui la rend folle. Kato sort un moment pour un auto-examen, et pendant son absence, Semura se plaint à Tomoe qu'elle n'a jamais eu une mission aussi difficile auparavant. Elle ajoute que cette fille n'est pas différente d'un personnage de fond, de budget conçu par un stagiaire qui a abandonné en cours de route. Cependant, Tomoe explique que Kato a en réalité des émotions, mais qu'elle ne met tout simplement pas son cœur à les exprimer. Pendant ce temps, Semura soutient que c'est le personnage le plus inutile qu'elle ait jamais rencontré, mais l'idiot se met en colère, défendant que Kato ne convient même pas à un personnage. Cependant, il lui dit de ne pas s'inquiéter autant pour le design du personnage, puisqu'il y a encore assez de temps pour y travailler. Semura est d'accord avec cela et suggère qu'elle vienne simplement chez lui, d'ici le week-end pour qu'il puisse régler ça une bonne fois pour toutes. Tomoe tressaille quand elle mentionne le week-end, ce qui incite, lui demande s'il a un plan pour le week-end. Il lui demande soudainement si elle est déjà sortie avec quelqu'un. En entendant cela, Ata, qui travaillait sur l'intrigue, renverse instantanément son ordinateur portable et commence à tressauter. Kato, cependant, comme toute chercheuse d'or, lui demande s'il l'a emmené sortir. Mais le gars rétorque avec un brutal non. Il lui dit que c'est une situation hypothétique dans laquelle il a été un peu entraîné par une fille à aller au centre commercial avec elle, et il veut juste savoir ce que Semura aurait fait. Semura commence à donner des réponses peu convaincantes, ce qui n'aide personne, disant qu'il faudrait essayer de ne pas être trop direct avec la fille mais agir cool comme s'il était un grand actionnaire d'Apple. Cependant, il répond qu'il a toujours voulu être lui-même plutôt que de mettre en place un faux semblant. Il ajoute qu'elle se comporte naturellement avec eux même si elle n'est pas une otaku. Et c'est une des choses qu'il aime chez elle. En entendant cela, Semura soupçonne qu'il a réellement un rendez-vous avec Kato, et elle devient en colère qu'il l'ait trompée. Ata surprend leur conversation et entre instantanément dans un état de transe, agissant comme si elle était possédée par un démon, car elle est excitée elle a enfin trouvé le meilleur scénario pour le jeu. Le lendemain, elle arrive avec un brouillon imprimé et le donne à Tomoya pour qu'il puisse le lire et donner son avis. Tomoya s'excite en lisant le scénario et pense que cela pourrait être parfait pour le jeu. Cependant, quelques instants plus tard, lorsqu'Ata demande si cela peut être considéré comme la version finale, il se tait subitement et dit qu'il aura besoin de temps pour réfléchir avant de l'approuver. 3 jours passent, et le testeur n'a toujours pas donné son retour, ce qui rend Semura impatient car cela entrave ses artistes et détruit leur morale. Les artistes sont entravés et leur morale est détruite. Elle lui demande d'approuver et de laisser le projet avancer. Mais il répond qu'il ne peut pas autoriser, car même s'il trouve l'histoire excitante, il y a quelque chose qui ne le satisfait pas. Mais il ne parvient pas à mettre le doigt dessus. Ata s'énerve, et en partant, elle dit à Tomoya que c'est arrivé encore une fois, et qu'il ne lui donne pas de réponse cette fois non plus, ce qui fait défiler immédiatement des souvenirs dans son esprit. Plus tard, après que les deux filles soient parties, laissant Kato et Tomoya seuls dans la pièce, elle lui rappelle qu'ils ont rendez-vous le lendemain et lui demande s'il voudrait le reporter à cause de la situation actuelle. Cependant, il répond non, disant que cela ne met pas fin à leur rendez-vous. Le jour du rendez-vous, ils se retrouvent dans un nouveau centre commercial, mais Tomoya est immédiatement stressé à cause de la foule, et Kato souhaite qu'il soit venu un mois plus tard quand il n'y aurait sûrement pas de foule. Considérant à quel point les magasins seraient bondés aujourd'hui, Tomoya décide de faire preuve d'ingéniosité en demandant à Kato de lister tous les magasins où elle veut aller pour qu'il puisse planifier comment les visiter tous. Elle est sceptique qu'il puisse y arriver, suggérant qu'il visite simplement quelques magasins que le budget de Tan peut les permettre, mais Tomoya dit qu'il s'en occupe. Il prévoit une stratégie pour visiter tous les magasins afin d'éviter se retrouver coincés dans de longues files d'attente, et ils avancent immédiatement. Quelques visites plus tard, alors qu'ils manœuvrent à travers la foule, Kato faillit tomber, mais Tomoya la rattrape rapidement et lui tient la main jusqu'à ce qu'ils sortent. Maintenant au dernier magasin, ils se font des high-fives. Kato étant très surprise, ils ont pu tout faire en une journée. Dans un magasin de lunettes, Kato voit une paire de lunettes et vient les mettre sur le visage de Tomoya en le remerciant pour le rendez-vous, le surprenant. Juste à ce moment-là, il lui dit qu'il ne pourra pas la raccompagner chez elle car il a un endroit où aller. Quelques jours plus tard, Tomoya essaie de joindre Ata, mais elle refuse de répondre à ses appels, lui faisant réaliser qu'elle est toujours en colère contre lui. L'assistante d'Ata lui demande pourquoi elle l'ignore alors qu'elle pense visiblement à lui et meurt d'envie de lui parler.
Mais Ata répond qu'elle n'est pas intéressée par lui ou quoi que ce soit de ce genre. Pendant ce temps, Tomoya se dirige vers le café où lui et Ata s'étaient rencontrés, lorsqu'il la consultait pour le 3e volume de son roman. Elle lui avait alors demandé ce qu'il attendait du prochain volume, auquel il avait répondu avec enthousiasme, en faisant un discours passionné pendant qu'elle l'observait, souriant comme si elle voulait vomir de son discours. De retour au présent, Tomoya est déçue qu'elle ne soit pas là. En parallèle, Ata continue de surveiller son téléphone comme une nouvelle, qui a investi ses économies de toute une vie dans les crypto-monnaies, et son assistante lui dit de l'appeler tout de suite. Mais elle répond qu'elle n'a rien à dire même si elle le fait. C'est alors que la pluie commence à tomber, et l'assistante part immédiatement chercher un parapluie. En même temps, Ata se remémore quand elle a terminé le manuscrit du dernier volume, et a demandé à Tomoya de le lire pour avoir son avis. Tomoya était surpris et lui a demandé pourquoi il devait lire quelque chose d'aussi spécial, et elle lui a dit qu'elle voulait juste savoir s'il correspondait à ses attentes. Mais il a refusé en disant qu'il ne pouvait pas prendre cette responsabilité. Étonnée, elle lui demande pourquoi et il dit que c'est parce qu'il est un grand fan d'elle. Tomoya, en réfléchissant à cela, se demande quand Ata le pardonnera, maintenant que cela fait 6 mois. 1 heure plus tard, alors qu'Ata discute avec son assistante dans le restaurant de l'hôtel, elle voit soudainement Tomoya dehors sous la pluie, essoufflé, comme s'il venait de terminer une séance intensive d'applaudissements. Elle l'amène immédiatement dans sa chambre d'hôtel pour qu'il puisse prendre une douche et changer de vêtements. Son assistante part bientôt, lui souhaitant bonne chance pour la nuit, car Tomoya sera dans la même chambre qu'elle. Et elle devient rapidement rouge en réalisant cela. Plus tard dans la pièce, Tomoya reprend ses esprits et réalise qu'il est dans la chambre d'Ata. Il prend donc rapidement ses affaires, tentant de s'échapper, mais elle l'appelle et lui dit de venir s'asseoir à côté d'elle. Après qu'il se soit assis, elle lui demande pourquoi il est venu ici, et il répond qu'il a essayé de l'appeler plusieurs fois, mais elle ne répondait pas, alors il est allé chez elle où sa mère lui a dit où elle était. Elle l'appelle idiot d'être allé si loin, et il acquiesce. Elle s'appuie sur lui, et soudain il se lève, disant qu'il a une faveur à lui demander. Alors qu'elle se demande de quoi il s'agit, il est sur le point de lui dire de faire de lui un homme, mais il le change pour faire de moi un créateur. En entendant ce qu'il a dit au départ, elle lui marche sur la tête et l'appelle un garçon vierge dépravé. Suite à cela, elle lui demande quel défaut il voit dans l'intrigue, et il lui parle de la date qu'il a eue avec Kato au centre commercial, expliquant à quel point Kato était doux et aimant. En entendant cela, Ata lui demande ce que cela a à voir avec l'intrigue, et il lui dit de reprendre son intrigue pour l'adapter à l'événement qu'il vient d'expliquer. Ata jette les manuscrits, révélant ses melons dans le processus. Ce qui laisse le garçon innocent en train de baver pendant un moment. Cependant, il lui dit que bien qu'il aime l'intrigue, il veut qu'elle inclue plus d'applaudissements et d'échanges de salive. Quelques instants plus tard, elle l'ajuste selon ses désirs et lui demande ce que il en pense, mais il lui dit de rendre le personnage moins distinctif, la surprenant. Elle lui dit que dans toute sa carrière créative, c'est la première fois que quelqu'un lui dit cela, mais il explique que si elle rend le personnage plus banal, alors les joueurs seront pris au dépourvu lorsque leur personnage commencera vraiment à se montrer et apparaîtra soudainement plus mignon. Puis, après un moment, le personnage redevient banal. Elle lui demande quel genre de blague il est en train de faire, mais le débile défend que des gens comme ça existent. Après cela se produit. Ata entre à nouveau dans son état de flow et commence à agir comme si elle était sous crack. En même temps, elle demande avec colère s'il est mal qu'un auteur ressente de l'amour et se donne complètement à un fan, ce qui fait se demander à Tomoya si c'est toujours à propos de l'histoire. Le lendemain matin, Ata s'habille en se préparant à partir tandis que Tomoya reste sur le lit comme s'il avait passé toute la nuit à jouer au Jiggle Jam. Il lui demande si elle s'en va déjà, et elle répond qu'elle a du travail à faire, mais Tomoya se sent léthargique, ce qui pousse Ata à taquiner qu'il est encore en train de se prélasser dans l'euphorie de leur nuit intense, l'embarrassant. Alors qu'elle s'éloigne, elle le remercie pour la nuit qu'ils ont partagée et ajoute que travailler de manière créative avec lui est plutôt amusant. Elle l'accueille officiellement dans le monde des créateurs en lui disant qu'elle sait qu'avec lui, ils peuvent y arriver, car il a la passion pour faire ressortir sa détermination. Elle lui demande de mettre leur sang et leurs larmes dans ce projet ensemble, ce qui le fait sourire. Une semaine plus tard, Suma rappelle Tomoya à la maison pour lui dire qu'il manque de temps pour finaliser leur manuscrit de kit de bande dessinée. Elle lui reproche d'être la raison pour laquelle elle a commencé son projet tardivement, et il lui dit qu'il assumerait entièrement la responsabilité. Il lui demande en quoi il peut l'aider, et elle répond qu'elle veut qu'il l'aide avec l'intrigue et le synopsis. Il est choqué et demande ce qu'un imbécile comme lui, sans expérience, peut faire. Mais elle répond que même si elle sait que son cerveau est vide à ce sujet, se tourner vers un fan d'anime comme lui est le seul choix qu'elle a.
Il lui demande de quoi parle son projet actuel, et elle lui dit que c'est le Snow Prism, ce qui l'excite instantanément car il est un grand fan de l'anime. Il lui dit qu'il pourrait être utile de toute façon, et lui demande sur quelle histoire elle travaille. Cependant, il se sent mal à l'aise en réalisant qu'elle veut l'impliquer dans des histoires pleines d'intrigues, mais elle répond que c'est la seule façon que cela se vende puisque le public est composé d'une bande de crevards cultivés, tout comme vous, qui ne regarderait une vidéo que pour une vignette suspicieuse. Bro n'est pas encore cool, mais elle lui dit de laisser tomber et de jouer le rôle du protagoniste pendant qu'elle joue le rôle féminin. Ils commencent bientôt à jouer leurs rôles respectifs, et la conversation devient rapidement suspecte quand Sawamura lui dit qu'elle veut qu'il fasse des choses très coquines avec elle, comme l'attacher au lustre, ce qui le fait sortir de son personnage immédiatement. Le lendemain à l'école, Tomoya rencontre Kato et commence à lui faire la leçon sur les millets, une façon dont elle ne joue pas comme le personnage principal. La fille déjà fatiguée demande de nouveau de quoi il parle, et il souligne qu'elle n'aurait pas dû changer de coiffure, car cela pourrait nuire au personnage dont le public est déjà tombé amoureux. Elle lui dit qu'elle a juste décidé de changer un peu les choses, comme c'est courant dans mangas quand un personnage change de coiffure pour rendre le personnage plus défini. Cependant, Tomoya répond qu'il n'y a rien de plus à découvrir sur elle en ce moment, car personne d'autre à part lui et le type louche qui regarde ce récapitulatif ne la remarque. Pendant ce temps, Sawamura gaspille sa salive avec un groupe de filles au look terrible. Et juste à ce moment-là, elle remarque l'idiot pénible, qui suit Kato, se plaignant toujours de sa coiffure. Il commence à partager à nouveau les idées horribles qu'il a eues aux toilettes. Soudain, une idiote aux cheveux roux le voit et vient l'embrasser avec ses gros seins. Heureuse de l'avoir enfin trouvé, laissant les autres choqués. Plus tard, il réalise qu'elle est Azumi, une élève de Tomoya, et de l'ancienne école de Sawamura qui s'accrochait toujours à lui. Sawamura est visiblement jalouse mais fait semblant de rester calme. Cependant, Atada sait qu'elle bluffe. Tomoya commente qu'Azumi a beaucoup changé dans les zones appropriées, et elle projette que cela signifie qu'il la voit maintenant comme une fille. Elle ajoute que tout cela est à cause de lui, puisqu'il lui a appris les plaisirs d'être une fille, choquant les autres filles. Ryo essaie d'expliquer, mais Atada l'interrompt en disant que si cela fait vraiment un moment qu'ils se sont rencontrés, cela doit signifier que Tomoya aime les jeunes. À ce moment-là, Azumi lui remet un billet pour un événement que son cercle organise. Sawamura minimise un peu ce qu'elle fait, mais elle se défend. Se défendant de la même manière que le type idiot aux lunettes le ferait, ce qui confirme qu'elle doit vraiment être son pilier. Azumi révèle qu'elle n'a jamais joué à des jeux ou regardé des animes avant de rencontrer Tomoya. Elle ajoute que Tomoya a pris son ignorance et lui a montré un tout nouveau monde. Elle révèle également que Tomoya lui a offert le jeu Litter App 2 pour son anniversaire, ce qui lui a donné l'expérience la plus intense de toute sa vie. Voyant la passion avec laquelle elle en parle, Karu demande à Tomoya si c'est le personnage héroïque qu'il essaie de façonner. Mais le bon à rien confus dit que ce n'est pas tout à fait ça. Il se trouve que seul lui comprend l'idée stupide qu'il a. Pendant ce temps, Ata interprète tout cela comme Tomoya contaminant une fille innocente. Avec un jeu de simulation de rendez-vous et loue son expertise pour accueillir des filles cultivées. Plus tard, alors qu'Azumi prend congé, elle presse Tomoya de s'assurer qu'il vient au Comic-Con d'été, et il lui assure qu'il viendra. Elle dit également au revoir à Sawamura, ce qui surprend Kata qu'ils se connaissent. Mais Azumi déclare qu'elle est celle qui connaît Sawamura puisqu'elle était l'une des plus grandes personnalités de leur ancienne école, la surprenant. Avant qu'Azumi ne parte enfin, elle encourage Tomoya à venir chez elle un de ces jours, car son frère serait content de le voir. Suite à cela, alors que Tomoya rentre chez lui, Sawamura, toujours jalouse, le suit. Et en l'observant, il lui demande ce qui ne va pas, mais comme une fille typique avec des sautes d'humeur, elle lui dit rien. Sachant comment se comportent les femmes, il lui demande si cela concerne la fille avec qui il vient de parler. Et elle se confronte soudainement à lui à propos du jeu de Literac qu'il a acheté pour elle. Juste à ce moment-là, un type très dégoûtant et arrogant nommé Yuri interrompt. Mais il passe devant lui comme s'il n'existait pas. Cependant, il interrompt à nouveau leur dispute, et Tomoya lui demande ce qu'il veut. Il répond qu'il vient de revenir de Tokyo et qu'il est venu dire bonjour, mais Tomoya n'apprécie pas son salut inutile. Yuri dit qu'il pensait qu'ils étaient amis qui avaient convenu de gravir ensemble les échelons du monde otaku. Cependant, Tomoya répond qu'il ne l'a vu comme un ami que jusqu'à ce qu'il réalise que Yuri n'était pas un otaku parce qu'il aimait les animes et les jeux et voulait les partager avec le monde. Tout ce qui l'intéressait, c'était de se rapprocher des créateurs populaires et en profitant pour paraître plus important. Yuri révèle que c'était sa stratégie pour gravir les échelons, et cela l'a maintenant placé dans un cercle célèbre, ce qui choque Tomoya et Sawamura.
Il se moque du fait que la méthode détestée par Tomoya a fonctionné pour lui, puis, il offre sa carte de visite à Sawamura, disant qu'ils ont besoin de son talent dans leur cercle. Tomoya est choqué qu'il sache qui elle est, et Yuri révèle que son cercle sait également qu'il travaille sur la création d'un visual novel phénoménal, ce qui le choque. Il ajoute que son cercle a également la même ambition et recherche un artiste pour cela. Il demande alors à Tomoya si son petit cercle est digne de s'en occuper. Sawamura à bord ou si elle brillera mieux ailleurs. Le lendemain, Kaede rend visite à Sawamura et Tomoya et les trouve occupés avec un manga, qui la fait se demander ce qui se passe. Elle voit une image suspecte d'une des pages du manga et mentionne qu'on ne lui a pas dit qu'elle allait retirer ses vêtements pendant le design des personnages, mais Tomoya la calme en disant que ce n'est pas pour leur jeu mais le manuscrit pour le comic d'été du cercle de Sawamura. Elle demande alors quand est le comic, et Tomoya lui dit que c'est le lendemain. Kaede devient inquiète puisqu'ils n'ont pas encore imprimé les livres, mais Sawamura l'assure qu'ils se retrouveront quand même, puisque le comic dure pendant 3 jours et son cercle est prévu pour le 3e jour. Cependant, cet imbécile odieux, toujours à la recherche du prochain coup à provoquer, commence à râler, demandant pourquoi Sawamura travaille à la dernière minute, alors qu'il l'a aidé pour le storyboard. Pendant ce temps, il reste excité par la bande dessinée, mais il est plus préoccupé par celle qui se déroule en hiver d'ici la fin de l'année, au cours de laquelle il va lancer son blockbuster, un dating sim qui va révolutionner l'industrie. Il continue de se sentir enthousiaste à ce sujet, mais Kaede ramène le sujet à la bande dessinée qui aura lieu le lendemain, le gardant silencieux. Elle exprime son impatience d'assister à la plus grande rencontre de les otaku en ville, et elle dit qu'elle a hâte de lire le livre d'Izumi. Tomoya ajoute que le livre d'Izumi sera phénoménal, au vu de sa passion pour Live-At. Cependant, Kaede déclare qu'elle espère que ce ne sera pas comme le contenu pour adultes qu'elle voit actuellement sur la table, et Tomoya lui dit de ne pas s'inquiéter car elle n'est pas sur le point de voir des melons et des saucisses. Suite à cela, Kato décide de jouer au jeu Live-At puisqu'elle s'y intéresse. Depuis qu'Izumi en a parlé avec enthousiasme, ce qui rend Tomoya excitée comme un père fier, car elle rattrape très vite son retard en tant qu'otaku. Pendant ce temps, Sawamura se laisse distraire en les voyant, comme si elle aimerait aussi jouer, et elle en vient presque à pleurer. Un moment plus tard, Tomoya inspecte les dessins de Sawamura et est surpris de voir à quel point ils sont bons, même si elle est pressée. Il lui demande si elle envisage d'en vivre en le faisant professionnellement. Et elle répond que même si des éditeurs de l'industrie viennent dans son cercle, elle ne les a pas rencontrés en personne car elle va rarement à ces événements et autres. En entendant cela, Tomoya se souvient de l'invitation de Yori à elle et lui demande à ce sujet. Elle lui dit que l'invitation est très tentante, et que faire partie de ce cercle pourrait augmenter ses ventes de livres et ses revenus. Tomoya lui demande ce qu'elle prévoit de faire à l'avenir, et quand il essaie de suggérer qu'il ne l'empêchera pas de tenter sa chance, elle l'interrompt rapidement, déclarant qu'elle en a fini et qu'il est temps de jouer. Alors qu'elle prend la manette, elle lui dit qu'elle est devenue membre de son cercle, et qu'elle n'assistera à aucun événement ni ne prendra de travaux d'artistes invités jusqu'au Comic-Con d'hiver. Tomoya est heureux, et elle finit par dire que même si elle devait se retirer, ce ne serait définitivement pas à cause de leur arrogant oiseau qui utilise et abandonne les femmes et les créateurs. Le jour du Comic Kid d'été, Tomoya et Kadu se dirigent vers le lieu. Ebro est plus excité que lorsque ton ex toxique a goûté une saucisse de météore. En voyant Izumi, elle court pour étreindre Tomoya avec sa physique vibrante, le faisant presque jouir. Ensuite, ils installent les matériaux d'Izumi, et pendant qu'elle parle en continu sur le fait qu'elle ne pleurerait même pas si elle n'arrivait pas à vendre ses mangas, Tomoya prend le temps de les lire. Il est surpris par ce qu'il découvre et demande au hasard depuis combien de temps elle dessine des mangas. Elle révèle que cela fait à peine 1 an et il lui demande si ça la dérangerait, si elle vendait tout. Le lendemain, alors que les 2 filles restent assises à leur table, sans aucune vente, Tomoya part faire de l'impression. En attendant, Izumi n'est pas au courant de ses plans et se demande où il est à un moment crucial comme celui-ci. Il revient bientôt avec une pancarte et colle immédiatement une version agrandie d'une des pages du livre, surprenant Izumi. Elle lui demande pourquoi il fait cela, et il lui dit que c'est pour que les gens remarquent ses livres. Cependant, elle se sent terrible qu'il ait dû choisir cette page parmi toutes les pages du livre, craignant que tout le monde se moque d'elle. Il lui demande pourquoi elle pense cela, et elle explique qu'elle n'a pas pu terminer la page parce que la date limite approchait, donc le produit final s'est retrouvé avec des dessins non ancrés. Elle ajoute que l'autre moitié du livre a été faite à la hâte et le supplie d'arrêter de l'utiliser comme une publicité, mais Tomoya lui dit que ça doit être cette page ou rien. Izumi pense immédiatement qu'il est méchant avec elle, mais Kato lui dit non, expliquant que quand elle le lisait, l'histoire a pris un nouveau tournant à partir de cette page sans encre.
Bientôt, un client apparaît et demande à lire un échantillon avant de payer pour une copie, ce qui la choque. Ensuite, une foule se forme pour faire la queue à sa table jusqu'à ce qu'elle soit en rupture de stock. Pendant ce temps, Yuri, regardant de loin, se sent maudite que Tomoya ait dû intervenir, alors qu'il avait déjà prévu de vendre les livres d'Izumi en utilisant l'influence de son cercle plus tard. Ensuite, Tomoya rencontre Sawamura, qui était venu secrètement acheter une copie. Il lui dit qu'elle n'a pas à être gênée et demande s'y jouer au jeu. Pour la première fois en des années a ravivé sa passion pour le live rack. Cependant, elle lui dit que ce n'est pas pour ça qu'elle est venue. À cet instant, il remarque qu'elle est en colère à propos de quelque chose et lui demande. Mais elle refuse de parler. Quand il continue à l'importuner pour qu'elle parle, elle lui demande soudain ce qu'il pense du livre d'Izumi, et il sourit en disant qu'elle sait probablement déjà puisqu'elle a aussi lu le livre. Sawamura lui dit ensuite qu'elle a remarqué comment Aiki était concernant leur vente, et affirme qu'il n'a jamais réagi comme ça à aucun de ses travaux, le laissant sans voix. Il essaie d'expliquer que Sawamura est déjà quelqu'un d'important et peut vendre ses œuvres sans son aide, mais elle n'achète pas ses balivernes. Elle devient émotive et s'enfuit immédiatement alors que Tomoya la regarde, se demandant quoi faire dans ce bazar. Le lendemain, Tomoya se réveille en trouvant Otawa à ses côtés, mais il se lève immédiatement, se demandant pourquoi elle est là. Il réalise bientôt que Kato l'a appelée à cause de elle. Incident qui s'est produit la veille avec Sawamura. Elle lui demande de lui raconter ce qui s'est passé, mais il est réticent, disant que c'est entre lui et Sawamura, et qu'il ne veut pas la mêler à ça. En entendant cela, Otawa se tourne vers Kato et compare ce qui vient de se passer au protagoniste, faible, si courant dans le monde des dating sims, qui, face au moindre problème, fait semblant de ne pas s'inquiéter mais finit par agacer son entourage en les entraînant là-dedans. Elle dit à Kato de surveiller la situation de près car elle pourrait avoir à gérer un problème similaire à l'avenir. Tomoya raconte plus tard ce qui s'est passé, mais Otawa ajoute son propre récit, disant que, après que Tomoya ait regardé Azumi pour ses livres, Sawamura a perdu son calme et a éclaté comme un volcan avant de déchirer le livre en morceaux, et, ensuite de jeter la pauvre fille dans une flaque de boue. Tomoya repense à ses choix de vie concernant l'idiot, en qui il vient de faire confiance pour trouver une solution. Elle lui demande soudain pourquoi il a failli monter sur la saucisse d'Azumi. S'il en avait une avant Sawamura, au lieu de simplement garder ses sentiments pour lui afin d'éviter des problèmes. Tomoya répond que ce n'est pas quelque chose qu'il peut faire. Il ne sait pas comment faire semblant autrement quand il ressent une certaine façon. Il ajoute qu'il préférerait enlacer un poteau électrique que dire que les livres d'Azumi sur les romans d'Otawa sont ennuyeux. Mais Otawa lui dit que ses paroles ont été un coup fatal pour Sawamura, et cela a dû. Elle s'est brisé le cœur en réalisant qu'elle avait perdu à la fois sa dignité de créatrice et sa place de meilleure amie d'enfance avec lui. Il demande ce qu'il doit faire maintenant, et elle lui dit qu'il doit ramener les souvenirs flous et promesses de leur enfance ensemble pour entrer dans l'histoire. Kada fait remarquer que cette fois-ci, il doit être l'héroïne de cette histoire, pas le protagoniste. Le dernier jour de la convention d'été sur les comics, Tomoya sort dans l'espoir que Sawamura sera présente, même si c'est peu probable qu'elle y soit. À l'événement, il rencontre Ronald McDonald, qui fait d'abord semblant d'être surpris de le voir. Mais Tomoya lui dit d'arrêter de raconter des mensonges, en disant qu'il sait que ses yeux sont rivés sur lui depuis son arrivée. Il lui dit alors soudainement qu'il a besoin d'aide pour ramener Sawamura dans son cercle. Le surprenant. Il commence à la chercher dans la foule, mais en vain. Pendant ce temps, Sawamura est chez elle, se sentant morose, alors qu'elle se prépare pour la soirée de son père. Elle voit soudainement un feu d'artifice et sort sur son balcon pour le regarder. Cela lui rappelle son enfance avec Tomoya, et juste à ce moment-là, elle le voit soudainement l'appeler, reproduisant une scène d'un jeu auquel ils jouaient ensemble. La choquant. Il lui tend la main, lui demandant de le suivre hors du château comme il le faisait avant, et elle prend immédiatement sa main. Ils atteignent bientôt un vieux bâtiment scolaire où Sawamura demande soudain pourquoi il essaie de se réconcilier avec elle maintenant. Elle déclare qu'elle a été la première à lui faire découvrir les Sims de rencontre, et il acquiesce, disant qu'il s'est vraiment amusé à l'époque. Cependant, elle révèle qu'il l'a trahi en présentant une autre fille aux Sims, et lui dit qu'il peut simplement amener Izumi dans le cercle puisqu'il n'a plus besoin d'elle. Elle commence à s'éloigner, mais Tomoya révèle soudainement qu'il y a quelque chose qu'il voulait lui dire depuis longtemps. Alors que Sawamura pense qu'il s'agit d'une excuse, Rose dit qu'il est incroyablement en colère contre elle et qu'il ne peut pas lui pardonner ce qu'elle lui a fait. Sawamura raisonne immédiatement qu'il doit être le boss final manipulateur puisqu'elle est celle qui a été lésée ici, mais il lui dit qu'elle est celle qui lui a tourné le dos. Il y a quelques années, Tomoya s'était battu à cause d'elle, et la classe le méprisait pour cela, mais il se fichait d'eux jusqu'à ce que Sawamura, qu'il pensait être son ami otaku, l'abandonne aussi pour de nouveaux amis. En entendant cela, elle est surprise et lui dit que c'était la seule option qu'elle avait eue.
Mais Tomoya refuse de comprendre, lui demandant si d'autres amis étaient si importants qu'elle devait le quitter. Il explique qu'elle était tout ce qu'il avait à l'époque, mais qu'elle l'a quitté, et que cela lui a pris des années pour se sentir à l'aise à nouveau pour parler aux gens. Il lui demande de s'excuser, mais le crétin aussi arrogant répond qu'elle préférerait aller en enfer plutôt que de s'excuser. Elle lui dit que sa séparation lui a également causé une grande douleur et un chagrin d'amour, et lui demande de s'excuser aussi. Elle lui demande ensuite pourquoi il choisira le livre d'Azumi plutôt que le sien quand elle est manifestement plus habile et plus populaire, et l'insensible balance une autre bombe, disant que le livre d'Azumi l'a excité davantage. Il crie furieusement qu'Azumi est meilleur qu'elle et que le livre que Semura a sorti pour elle au Summer Comic-Gate était pire que la saison de Manchester United. Il laisse encore quelques commentaires dégradants, et elle commence à pleurer en disant qu'elle travaille vraiment dur pour s'améliorer. Cependant, Tomoya lui dit qu'elle n'est pas encore là, et qu'elle doit mettre plus d'efforts et de engagement pour amener son travail au niveau supérieur. Il lui dit aussi que c'est bien si elle ne cherche pas à monter plus haut. Ça signifie simplement qu'elle ne se soucie pas d'être sa numéro 1. Des flashs de leur passé inondent instantanément sa mémoire, et elle s'approche de lui pour lui dire qu'elle deviendra sa numéro 1. Et jusqu'à ce moment-là, elle ne va pas s'excuser, surprenant Tomoya. Plus tard, Tomoya lui fait faire un tour de cochon en rentrant chez elle. Le lendemain, elle arrive avec une illustration de banderole circulaire, et en voyant le dessin, Kado demande si c'est juste elle ou si la fille dans le dessin ne porte rien. Ada répond avec une citation qui montre qu'elle a parlé avec elle derrière. Ensuite, Tomoya l'approuve et commande la suite de la production, avant de remplir le nom qu'il a inventé pour leur cercle. Plus tard dans la soirée, ils se connectent tous à un appel Zoom pour discuter des progrès de la progression, et voyant l'enthousiasme de Semura, Ada est surprise et lui demande ce qui s'est passé, car elle semble être devenue étrangement motivée depuis la fin de l'été comique. Semura n'a jamais voulu reculer et sans revers, elle dit que Ada aussi est devenue enthousiaste depuis les vacances d'été. Ada défend qu'elle est écrivain, mais Semura se moque d'elle, en demandant pourquoi son livre est désespérément en retard. Ada se demande qui est l'idiot qui lui a dit cela et Tomoya. Sachant qu'il est cet idiot, il interrompt immédiatement, demandant qu'ils arrêtent leurs habituels regards vides. L'appel se termine bientôt, et Tomoya se dirige vers les toilettes, seulement pour y trouver sa cousine, Michiru. Cependant, elle se contente de le saluer et quitte les toilettes tranquillement. Quelques instants plus tard, il va dans sa chambre et s'assoit, l'air perdu à cause des choses indécentes que ses yeux ont vues plus tôt, alors elle s'excuse de ne pas lui avoir prévenu qu'elle était là. Il lui dit qu'elle ne devrait pas être celle qui s'excuse, mais plutôt se fâcher qu'il ait vu ses pêches et le frapper comme cela se passe dans les scènes d'anime habituelles. Cependant, elle lui dit qu'elle était en faute, ce qui rend Tomoya encore plus maladroit parce qu'il s'attendait à être maltraité. Elle remarque soudainement sa collection de jeux vidéo et rampe vers l'endroit, surprise qu'il n'ait pas dépassé cela. Cependant, il se laisse distraire par ses gâteaux, et lui dit qu'elle est sans cœur en ce moment. Suite à cela, il apprend qu'elle a couru chez lui après s'être disputée avec son père, comme elle le fait habituellement, et il est amené à demander ce qui s'est passé cette fois. Elle révèle que c'est parce qu'elle a formé un groupe de filles à l'école, surprenant Tomoya. Après tout, il pensait qu'elle aurait abandonné. Elle répond qu'elle ne va pas arrêter ce qu'elle vient de commencer en moins d'1 an. Et Bro commence à énumérer ce que son idiot de soi a abandonné dans le passé au cours des 6 premiers mois. Cependant, Machiru a maximisé ses statistiques d'estime de soi, car elle dit que cela doit signifier qu'elle est un génie talentueux. Elle dit à Tomoya qu'elle n'est pas comme lui, qui est resté concentré sur une seule chose depuis qu'ils sont enfants. Machiru déclare finalement qu'elle va rester ici un moment, et Tomoya est déçue en réalisant que ses parents n'ont pas de problème avec ça. Il lui dit qu'aucune personne normale n'apprécierait qu'elle se promène comme ça. Elle lui dit qu'il est le seul à pouvoir la voir comme ça. Tomoya précise immédiatement qu'il est un homme fait avec une arme redoutable. Pourtant, elle l'attrape soudainement entre ses jambes et commence à presser sa tête contre son entrejambe, ce qui rend son sexe très inconfortable. Le lendemain, dans la salle de montage, alors qu'il travaille, Ata commence à se montrer entreprenante, demandant de l'aider à se détendre de manière plaisante, mais Solemnura l'interrompt rapidement avant que les choses ne deviennent vraiment gênantes. Ata part, et Sawamura prend le relais avec des poses suggestives qui vous feraient vouloir retenir votre arme, mais Ata la met en garde, en lui disant d'arrêter de mélanger travail et plaisir. Suite à cela, ils commencent à discuter de la musique à utiliser pour le jeu, et pendant que Tomoya écoute les contributions des deux filles, il reçoit soudainement un mail de Machiru. Kado remarque cela mais dit qu'elle gardera son secret. Cependant, Solemnura lui arrache soudainement son téléphone et se fâche contre lui.
Il l'attache ensuite et commence à l'interroger sur le fait d'avoir sa cousine, qui est du même âge, vivant avec lui. Les deux filles soupçonnent qu'ils vont déjà dans la direction de l'Alabama. Mais Tomoya commence à raconter toute leur histoire ensemble pour se sauver. Cependant, cela ne fait que rendre Ata jaloux que Machiru ait été sa plus longue amie d'enfance, et réalisant cela, Solemnura passe instantanément de l'anime au manga. Tomoya rentre chez lui pour trouver Machiru allongé négligemment dans une position suspecte. Tomoya voit son endroit en désordre, et alors qu'il essaie de lui demander combien de temps elle prévoit de rester, il découvre soudain que la fille a amené tous ses trucs chez lui. Il remarque que ses collections ne sont plus là où elles devraient être et lui demande ce qu'il en est. Mais Machiru dit qu'elle l'a aidé à les ranger dans une poubelle dehors. Il court rapidement les récupérer et commence à agoniser sur ce qu'elle a fait. Elle lui dit qu'elle ne savait pas qu'il comptait tant pour lui. Mais il lui dit de sortir de chez lui, déjà. Pendant ce temps, Machiru ne se sent pas désolé et lui demande si il ne va pas envisager de laisser tout ce truc d'otaku derrière. Elle suggère de lui présenter quelques filles, mais il répond qu'aucune fille ne voudrait d'un loser comme lui. Cependant, elle lui dit qu'il peut juste utiliser le nom de son école, Ri, puisque les filles sont dans une école beaucoup moins réputée que la sienne, ce qui l'intéresse. Cependant, il change immédiatement d'avis et dit qu'il faudra plus que ça pour le faire arrêter d'être un otaku. Alors qu'elle essaie de le convaincre du plaisir qu'il pourrait avoir avec des filles, il lui dit qu'elle n'est pas en position de parler, puisque sa solitude fait d'elle une fille moche. Son âme est également célibataire sans espoir d'un petit ami. Machiru défend que c'est parce que son principal objectif maintenant est son groupe. Et Tomoya répond qu'il peut aussi dire la même chose. En entendant cela, elle lui fait remarquer que l'industrie des simulations de rencontres échoue. Disant qu'il pourrait être fauché pendant longtemps, il se dirige vers la salle de bain après, pensant à comment la renvoyer chez elle, mais il commence bientôt à l'entendre jouer de la guitare et sort en colère pour l'empêcher de déranger les voisins. Cependant, alors qu'il arrive à l'entrée de la pièce, il est absorbé par la mélodie de la chanson, et l'intrigue de son jeu commence à lui revenir en mémoire. Il entre dans la pièce et lui demande soudain si elle va rejoindre lui dans la création du simulateur de rencontre ultime, la choquant. Juste à ce moment-là, sa serviette tombe, révélant son sexe en haute résolution. Le lendemain, Tomoya présente Machiru au reste du cercle, disant qu'elle sera responsable de la musique pour le jeu, mais Sawamura est mal à l'aise à son sujet, parce qu'elle s'habille comme si c'était une réunion de filles. Ada demande si ce n'est pas trop soudain, mais Tomoya répond qu'il s'est assuré de ne pas prendre la décision quand son sexe était en érection. Il déclare ensuite qu'il est sûr qu'ils aimeront sa musique une fois qu'ils l'entendront, mais Machiru le saisit soudainement et presque l'étrangle jusqu'au royaume des ombres, disant qu'elle ne lui avait jamais dit qu'elle le ferait. Pendant ce temps, Sawamura devient encore plus jalouse en voyant à quel point ils sont proches et craint que sa position d'ami d'enfance de Tomoya soit menacée. Après cela, Tomoya commence à la supplier de faire la musique pour son jeu et dit même qu'il pourrait utiliser son groupe pour promouvoir le thème de la chanson, mais Machiru dit qu'elle n'est pas intéressée. Tomoya lui dit de profiter de cette occasion pour bien utiliser sa serviette, mais elle répond que c'est exactement ce qu'elle fait avec son groupe. Ada intervient, lui disant d'abandonner car la forcer à faire cela contre sa volonté ne rend que tous les deux malheureux. Cependant, Tomoya répond qu'Ada était le simple inversé simple inversé simple inversé. De la même manière quand il lui demande de rejoindre le cercle. Même à ce moment-là, Ada lui dit de demander à quelqu'un d'autre, mais il dit que ce doit être elle. Tout comme le scénariste doit être Ada et l'illustrateur Sawamura. Machiru reste obstiné et dit qu'ils doivent tous trouver un travail ou quelque chose, ce qui énerve Ada, qui ne supporte pas qu'une idiote comme elle se moque des otaku. Cependant, Machiru pense qu'elle ne sera jamais amie avec un otaku, et quand Tomoya demande ce qu'il en est pour lui, elle lui dit qu'elle ne le voit pas comme un otaku, juste un idiot confus sur le chemin de la découverte de soi. Elle commence à partager un souvenir d'un événement dans leur passé où Tomoya agissait comme un gars cool et l'a sauvée quand elle s'était perdue dans la forêt. Elle est gênée par cela et le saisit par derrière tandis que Sawamura le tient aussi à l'avant pour une petite tape à deux mains. Plus tard, seul dans la pièce, Tomoya devient agité et Machiru apparaît, portant sa chemise, révélant ses magnifiques atouts au passage. Il se sent mal à l'aise et lui dit qu'elle doit savoir qu'il aime les filles, pas les garçons. Mais elle se fiche complètement de ce qu'il dit. Il lui dit soudainement qu'il la veut vraiment, et pensant qu'il parle de manière suggestive, elle déboutonne, prête à l'étouffer avec ses attributs. Il devient gêné et précise rapidement qu'il ne veut pas dire cela, puis essaie de persuader à nouveau, disant que c'est pour le bien de son rêve, et de ses autres amis essayant de l'aider à y parvenir. Cependant, Machiru reste ferme, lui disant que son groupe est aussi son rêve.
Cédant, il lui demande si son père lui a donné sa bénédiction concernant le groupe, et elle répond que son père lui a donné une condition, trouver un manager pour le groupe avant qu'il n'approuve le groupe. Il lui dit de ne pas s'inquiéter, la rassurant qu'il s'en occupera, rendant Machiru excité. Il dit alors qu'il devra chercher dans les cercles du divertissement et du chant qu'il connaît pour trouver un bon manager pour elle, et en échange, elle devra aider avec la chanson du jeu. Cependant, elle n'est pas d'accord et lui dit qu'en tant que manager du groupe, il n'aura même pas le temps de travailler sur un jeu. Réalisé qu'elle le veut comme manager, il proteste, disant que la charge de travail de son projet seul est énorme. Elle lui dit de se servir de cela comme excuse pour abandonner son projet de jeu inutile. Mais il lui répond qu'il ne peut pas, pour le bien de son rêve et de ses amis. Entendant cela, Machiru souligne immédiatement que ses amis ne s'inquiètent pas autant du jeu que lui. Elle ajoute qu'il reste pour des raisons qui leur sont propres. Et il perd immédiatement son moral. Le lendemain à l'école, Yoshihiko est de nouveau autorisé à avoir du temps d'écran. Mais il commence à se comporter comme un idiot presque immédiatement. Il mentionne qu'il a remarqué qu'il et Kato passent beaucoup de temps ensemble récemment, et il demande s'ils sortent ensemble. Cependant, Tomoya répond qu'il reste engagé avec les filles second, mais Yoshihiko lui dit qu'on commencera à avoir des idées s'ils continuent à se voir souvent. Tomoya est étrangement excitée d'entendre cela, car cela signifie qu'elle montre une certaine évolution en tant que héroïne en attirant des garçons. Plus tard ce soir-là, il essaie de faire des progrès dans le travail qui lui a été attribué, mais échoue, donc le lendemain, il appelle Kato dès le matin, pendant laquelle il demande soudainement si leur cercle est déséquilibré, et s'il est le seul passionné par la création du jeu. Kato l'appelle au restaurant pour prendre un peu de nourriture, et, en parlant, elle lui montre ce qu'elle a pu créer. Elle lui montre ensuite les livres qu'elle a lus pour pouvoir l'aider. Mais il répond que personne ne lui a demandé de le faire. Cependant, il lui dit qu'elle le fait parce qu'elle le veut et déclare qu'elle veut vraiment essayer de créer le jeu même si elle pourrait être aussi talentueuse qu'eux. Elle ajoute que Sawamura et Ita ont été utiles pour créer la scène qu'elle vient de lui montrer, et elle ne peut pas imaginer qu'il fasse tout cela à contre-cœur. Elle lui dit enfin de faire d'elle une héroïne que tout le monde va envier, et il promet immédiatement de le faire. Juste à ce moment-là, elle commence à communiquer avec lui par le sim, en lui demandant si la raison pour laquelle il lui avait dit de ne pas être trop amical avec sa cousine était qu'il et sa cousine, Michiru, se plaisaient depuis qu'ils étaient enfants et que les sentiments reviennent maintenant qu'elle est de retour. Tomoya devient instantanément embarrassée et s'excuse. Suite à cela, alors que les deux écoutent une des chansons de Michiru, Kato demande soudain à Tomoya si Michiru n'a vraiment rien à voir avec la culture otaku. Suite à cela, Tomoya assume le rôle de manager pour le groupe de Michiru, et lors de au début du spectacle, il les informe que 6 groupes vont se produire, et qu'ils seront les premiers. Une des filles déclare que cela fait d'eux le groupe de première partie, et Tomoya acquiesce, mais explique que comme aujourd'hui est le spectacle du groupe, ils n'ont aucune reconnaissance. Aucun succès aux fans, c'est pourquoi ils n'ont pas été mentionnés sur les billets, les flyers ou même le site web. Pratiquement, personne dans ce spectacle ne s'attend à voir leur visage moche, mais c'était seulement parce que Tomoya avait accepté ces termes qu'ils ont pu faire leur début si tôt. Sinon, ils auraient pu se produire dans des spectacles pour enfants, fêtes, où même le clown reçoit plus d'applaudissements. Ils font ensuite un cri de ralliement pour rester motivés. Pendant ce temps, Kato et Ataha arrivent au spectacle, mais avant d'entrer, Ataha reproche à Kato de tolérer le passé de Tomoya, qui consiste à prendre de mauvaises décisions sans l'arrêter. Et peu importe combien Kato essaie de la convaincre de avoir confiance en lui, Ataha continue de la contredire. Alors Kato commence à s'éloigner, réalisant que rester près de ce crétin lui apporte plus de stress que d'être fan de Manchester United. Omura arrive bientôt aussi, mais dès qu'ils essaient d'entrer, elle soudainement décide de rentrer chez elle parce qu'elle ne peut pas supporter de voir son amie d'enfance la plus longue au statut de Tomoya lui être enlevée. Kato les encourage à avoir confiance en le pauvre garçon pour une fois, mais Ataha lui demande ce qu'Ede a fait de bien pour inspirer la foi en eux. Ils entrent enfin dans le green room seulement pour découvrir que Machiru est maintenant une cowgirl et monte des chevaux comme une pro. Machiru est gêné par le costume de cosplay que Bro leur a donné à porter et Tomoya, dans une position où vous souhaiteriez être, lui dit calmement que il est temps de lui révéler la vérité sur son interdiction. Il explique que lorsqu'elle a rencontré les autres dans le groupe, les chansons qu'elle a rencontrées, jouant et celles qu'elle a jouées après avoir rejoint étaient toutes des reprises de chansons d'anime. Il ajoute qu'avant qu'elle ne rejoigne, tout le monde dans le groupe de reprises hardcore d'anime étaient liés par leurs intérêts communs d'otaku, et ils lui ont un peu fait croire qu'elle jouait les derniers morceaux pop à la mode. Cependant, comme elle n'a jamais aimé l'anime au départ,
elle ne pouvait pas réaliser que c'était ça, que chaque chanson à laquelle elle était exposée était, à tel point que, ces chansons ont même commencé à développer des mélodies ressemblant à celles des animes. Il déclare alors que son groupe l'a lavé de cerveau sans qu'elle s'en rende compte, mais Machiru est tout simplement sans voix, se demandant à quel point elle a été naïve. Elle se tourne vers son groupe pour demander si ce que dit Tomoya est vrai, et ils répondent timidement, confirme, en disant qu'elle ne pourrait jamais lui en parler parce que, elle détestait l'anime comme si c'était le favori de son ex. Tomoya révèle alors une révélation choquante, le monde autour d'elle est un peu plus otaku qu'elle ne le pense, mais elle lui dit de fermer sa bouche dégoûtante. Il ajoute que, en échange de son travail sur son projet de jeu vidéo, il avait accepté avec son groupe de devenir leur manager, une situation gagnant-gagnant, mais Machiru répond qu'elle ne voit aucun gain pour elle dans tout ça. Tomoya dit alors bravement qu'elle n'aime pas ça, elle est libre de partir, de retirer le costume et de quitter cet endroit immédiatement, la choquant. Ses amis commencent à la supplier, exprimant combien ils ont besoin d'elle, et veulent aussi chanter des chansons d'anime. Elle dit qu'elle n'est pas une otaku, mais Tomoya lui dit qu'elle n'a pas besoin de l'être. Elle doit juste chanter les chansons. Cependant, elle reste sceptique, se demandant comment une non-otaku est censée chanter devant une foule d'otaku, mais il lui dit que ce ne sera pas nécessaire, même s'il est certain qu'elle deviendra une bonne otaku un jour, la surprenant. Après cela, Machiru et son groupe montent sur scène et donnent un concert qui rend le public super excité, la surprenant. Plus tard, après le spectacle, Tomoya la rencontre pour lui demander comment elle se sent d'avoir joué son premier spectacle, et se sentant excitée, elle lui dit qu'elle n'aurait jamais imaginé qu'il serait si impliqué. Tomoya répond que c'est ce que font les otaku qui viennent au concert. Il dit ensuite qu'il a réalisé son rêve, et maintenant, il est temps pour elle de réaliser aussi son rêve. Il termine en disant qu'il va transformer l'écriture d'Atala, l'illustration de Soamor, et la musique de Machiru en un miracle, et Machiru vient prendre sa main en signe d'accord. Ensuite, sur le chemin du retour, Soamor reste jalouse, mais Kadu exprime combien elle est contente d'avoir Machiru dans l'équipe car elle écrira de bonnes chansons pour eux. Cependant, Soamora n'est pas d'accord, disant que même sans la musique, leur scénario et leur œuvre sont suffisamment bons pour faire pleurer les gens. Elle se retourne soudainement pour demander si ce qu'elle a dit était réel, et Kadu répond que elle est seulement contente de deux choses dans ce qu'elle vient de dire. Tout d'abord, elle respecte maintenant la parole d'Atala, et, deuxièmement, elle est maintenant sérieuse à propos de la création du jeu. Kadu dit finalement qu'elle a hâte que le Comic Kit d'hiver montre quel type de jeu cela va être, et continue de marcher. Mais Soamora l'appelle étonnamment par son prénom. Bien qu'embarrassée, Soamora défend que les camarades otaku qui veillent toute la nuit à travailler sur un jeu ne devraient pas être si formels. Mais la seule chose dont Kadu se souvient, c'est l'avertissement d'Atala selon lequel sa vie pourrait devenir un enfer vivant si elle s'approche trop de Soamora. Cependant, Kadu balaie cela sous le tapis et l'appelle aussi par son prénom. Quelques semaines plus tard, Atala termine enfin d'écrire les scénarios, et après avoir relu le matériel, ils sont excités que la première étape de leur jeu soit terminée, alors qu'il reste encore 2 mois avant le Comic Kit. C'est l'histoire des otaku et des non-otaku qui se rassemblent pour réaliser leurs rêves. Fin. Si vous avez apprécié ce résumé, tapez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour plus d'aventures remplies de récits. Si vous aimez les résumés d'animes comme celui-ci, regardez cette vidéo juste ici.